allons échanger sur la démographie, sujet énorme, sujet extrêmement vaste, interconnecté avec tous les autres éléments fondamentaux, tous les points d'achoppement, tous les points de difficulté, de rupture de nos sociétés. Il y a toujours la démographie qui intervient en tant que paramètre essentiel, en tout cas. Et Abdou nous avait posé une question à l'intérieur du vaste domaine de la démographie, une question qui était liée aux pays émergents. Alors, finalement, il semblerait que le monde doive être réparti en trois parties. Il y aurait les pays développés, grosso modo ceux qui sont dans le G20, les pays émergents. Alors, les pays émergents, on peut peut-être les regrouper sous les BRICS, hein, Brésil, Chine, Inde et Indonésie. Voilà, et puis les pays dits sous-développés, en grande partie l'Afrique. Est-ce que cette... je ne dis pas que je valide cette répartition, mais c'est ce qu'on entend le plus généralement. Est-ce que Abdou, tu valides à peu près ces trois étages-là de développement des pays dans le monde? Oui, je valide, oui. D'accord. Voilà. Bon. Euh, donc, lorsque nous allons parler de démographie, il va toujours. Il me semble que cette répartition, elle est également utile pour faire une déclinaison de tout ce qu'on va dire. Est-ce que ça s'applique aux pays du G1, aux pays de l'OCDE, on va dire? Est-ce que ça s'applique aux BRICS ou est-ce que ça s'applique aux pays sous-développés? Tout au moins, comment est-ce que ça impacte l'un de ces trois, disons, modèles ou stades de développement? C'est plutôt stade de développement. Euh, donc, comment est-ce que la question, Abdou, est-ce que tu peux la reformuler? C'est Bonjour. bonjour Hugues, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Tu es en pleine forme là, Oui, ça va. bonne mine et tout. Oui, c'était à propos de donc nous avons ici, je crois que vous êtes jamais rencontrés en réunion, Abdou qui est du Sénégal, voilà. Mhm. Donc, c'est à propos des débats sur Solo. Oui, comment est-ce qu'on peut imaginer une croissance enfin, à la mode Solo, c'est-à-dire une croissance qui perdurerait quelles que soient les conditions, sous réserve qu'on ait un développement technologique qui soit toujours là, par rapport enfin, dans le cadre des pays sous-développés qui ont une démographie galopante. C'était un petit peu ça, Abdou? Oui, 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 Christian. D'accord. Bon. La problématique dont nous parlons, problématique des pays, on va dire, sous-développés, si on a dit pays émergents, pays développés, pays sous-développés, et notamment l'Afrique, euh, il faudrait relire hein, le livre de Dumont, L'Afrique noire est mal partie. Ça éclairerait aussi notre débat qui est centré sur cette affaire. Moi, je distingue deux grands problèmes. Hein, c'est un problème d'ordre qualitatif, un problème d'ordre quantitatif. Alors, on a parlé de modèle. Bon, le modèle, c'est en fait quelle est la politique agricole qui va être menée en Afrique. Alors, la politique agricole, alors ça, c'est l'aspect qualitatif. L'aspect quantitatif, c'est, bon, là, on retombe sur l'entropie, on retombe sur Reugen, on retombe sur peut-on nourrir plus de personnes que ce que la terre locale est capable de générer. Donc, problème qualitatif, problème quantitatif. Problème qualitatif, on hérite dans la politique coloniale. C'est-à-dire que les politiques agricoles qui sont menées aujourd'hui, bien entendu, par des pays qui sont indépendants, mais qui sont quand même encore, qui vivent sous l'ombre portée, et donc les systèmes qui ont été mis en place par le colonialisme, ne sont pas des politiques agricoles pour le pays hôte, mais sont des politiques agricoles pour l'intérêt du pays colonisateur.
Les grandes monocultures, qui sont les monocultures du tabac et de la canne à sucre, notamment, bon, elles ont été instaurées dans des régions qui traditionnellement étaient en polyculture élevage, en circuit court, on dirait maintenant, hein, en relocalisation, en localisation en tout cas, et pour l'intérêt alimentaire et financier des grandes firmes capitalistes coloniales. Voilà. Il y a un film très bon que je vous conseille de Gillo Pontecorvo qui s'appelle Queimada, avec Marlon Brando. Bon, c'est un film évidemment qui a plusieurs dizaines d'années, qui explique très bien la problématique de la transformation d'une île en production de canne à sucre pour les besoins du Royaume-Uni, avec, disons, tout l'éclairage politique, puisque Gillo Pontecorvo est un cinéaste politique qui a fait notamment la bataille d'Alger, et qui vraiment explique par le menu, enfin fait une description très très fine des implications économico-politico, financières. Voilà. Et donc le modèle dont on a parlé, le modèle qui n'est pas adapté, le modèle n'est pas adapté bien entendu aux pays dans lesquels ce modèle est appliqué, il est adapté au capitalisme. Et le capitalisme est dominé par les pays de l'OCDE. Et voilà, donc ça c'est le problème qualitatif. Changer de modèle, ça veut dire déjà, alors quel modèle? Bon, ça c'est la technique agricole, mais en termes politiques, en termes politico-économiques, c'est de toute façon un modèle qui doit servir la population locale, qui doit servir les intérêts de la population locale et pas les intérêts d'un pays étranger. Pour ce qui concerne l'aspect quantitatif, ben, c'est la fameuse règle, là où il y a à manger pour 10, on ne peut pas être 11. Alors c'est une règle qui était appliquée, je dirais, avant la civilisation industrielle, et effectivement la mortalité infantile, la mortalité des seniors était là pour réguler la disponibilité en nourriture. Alors ensuite, on a besoin de technologie évidemment si on veut évoluer un petit peu. La technologie n'est pas... Alors moi je ne fais pas partie personnellement de ceux qui sont systématiquement contre la technologie, qui crachent sur la technologie. Mais il s'agit de voir si la technologie, comme le dit Solow, doit être uniquement au service de la croissance, c'est-à-dire au service de ceux qui fabriquent la croissance, c'est-à-dire les capitalistes, et donc qui tirent profit financier de la croissance, ou si la technologie doit être au service localement de ce que les gens localement ont besoin. Et donc une technologie peut très bien être dissociée de l'hubris du développement, puisqu'on a déjà vu lorsqu'on a étudié Roentgen lors de réunions précédentes, que développement et croissance c'était deux choses différentes. Le développement effectivement concerne le développement de la technologie et qu'on peut très bien non pas imaginer, mais donner corps, donner vie à une technologie qui est une technologie au service du circuit court, au service en matière de politique agricole, au service d'une production locale, et qui a besoin de technologies spécifiques et pas de technologies de type monoculture qui répond, on l'a vu, à d'autres objectifs. Alors, pour ce qui concerne le problème sanitaire dont parle Abdou et qui est une des composantes, je dirais, des externalités morbides des pays qui sont sous-développés. Là encore, il y a une exportation, du modèle capitaliste de l'Europe, c'est-à-dire que le système produit des maladies, et les maladies sont nécessaires finalement à l'industrie pharmaceutique capitaliste
et qui va pouvoir envoyer des médicaments et disons, faire des profits à partir de ça. Alors, bon, ça fonctionne effectivement pas parfaitement parce que les maladies qui sont générées par le fait qu'on a rompu l'équilibre polyculture-élevage, voilà, avec une mortalité qui était une mortalité, je dirais, entre guillemets, naturelle, c'est-à-dire adaptée à la loi de la nature, hein, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, on est passé à une mortalité artificielle, une mortalité qui est générée par le modèle capitaliste. Modèle capitaliste qui est supposé être gagnant-gagnant, c'est-à-dire je produis de la maladie, mais je produis également des médicaments contre la maladie. Bon, bah, dans les pays sous-développés, il s'avère que ça ne marche pas aussi bien, en tout cas, que dans les pays développés, où on contient la mortalité dans les cadres qui sont supportables. Voilà, donc effectivement, ces régions sont prises dans une nasse euh, de difficultés, à la fois héritées du colonialisme, et puis on a dépassé les seuils de soutenabilité, les seuils de productivité des terres. Voilà, alors les solutions, moi j'aime pas parler de solutions, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer, essayer de faire le moins mal possible? Eh ben, c'est toujours les mêmes préconisations que nous allons être amenés à formuler, c'est-à-dire revenir sur du circuit court, revenir sur de la soutenabilité naturelle, et pour les pays sous-développés, ça commence par rompre le lien avec les ex-colonisateurs. Ce lien, évidemment, est d'autant plus difficile à rompre qu'il y a des terres à reconvertir. Si on a un pays qui est entièrement voué à une monoculture de tabac ou de canne à sucre, il y a une reconversion d'abord qui politiquement nécessite qu'il y ait une conscience et une volonté politique locale de démonopoliser, de refaire de la culture de localité. Et puis au niveau sanitaire, évidemment, la situation est très compliquée parce que ces pays sont dépendants de la technologie médicale de l'Occident. Donc voilà, les problèmes sont posés comme... Je suis très sceptique sur l'efficacité des politiques volontaristes de dénatalité. C'est pas tellement un aspect technique, mais c'est un aspect, je dirais, retomber sur l'entropie. C'est qu'en fait, on a conscience de la surpopulation, où on a conscience qu'il y a un problème, ou qu'il va y avoir un problème de surpopulation, si on anticipe qu'on ne pourra pas nourrir les gens ou qu'on ne pourra pas les soigner. Mais tant que nous sommes dans un système où on peut nourrir les gens et où on peut les soigner, la logique amène à conclure qu'il ne peut pas y avoir de réelle politique de dénatalité. Disons, le paysage est un petit peu différent dans les pays développés que dans les pays sous-développés, et notamment en Afrique, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qui se passe dans les pays développés? On envisage, nous par exemple, nous envisageons que prochainement nous aurons conscience de la surpopulation parce que nous ne pourrons plus nourrir les gens, hein, mais tant qu'aujourd'hui on peut les nourrir et tant qu'aujourd'hui on peut les soigner et les faire venir vieux, nous n'en avons pas vraiment conscience. Et dans les pays sous-développés, comme en Afrique, où il semblerait que
l'acuité de cette perception soit plus élevée, finalement, on a le même résultat, c'est-à-dire que, regardez, aujourd'hui, il y a des bateaux qui vont passer par Odessa pour apporter des céréales dans les pays sous-développés. Donc tant que l'Occident peut apporter suffisamment de nourriture pour que les pays sous-développés ne meurent pas de faim, et tant qu'on peut leur apporter suffisamment de médicaments pour que ceux qui sont malades puissent être à peu près soignés, il ne se passera pas vraiment grand-chose. Donc finalement, moi je campe sur la ligne de celui qui dit que les choses n'arriveront que sous la contrainte et que la dépopulation, la dénatalité arrivera le jour où, enfin le jour, c'est une façon de parler, arrivera, c'est un peu une fonction dont le paramètre c'est la capacité de nourrir et la capacité de soigner. Si on n'a plus la capacité de soigner ou si on a moins de capacité de soigner, on aura une population qui va diminuer. Si on a moins de possibilités de fabriquer de la nourriture, on a une population qui va diminuer. Donc les deux facteurs essentiels de la durabilité, je dirais, d'une surpopulation, c'est l'industrie pharmaceutique et c'est l'agriculture industrielle. Lorsque l'agriculture industrielle lorsque l'industrie agricole commencera à décliner, on aura un déclin automatique de la population. Et lorsque l'industrie pharmaceutique commencera à décliner, on aura un déclin quantitatif de la population dans tous les pays. Alors, est-ce que ce sera plus rapide? Ce sera peut-être plus rapide dans les pays développés que dans les pays dits sous-développés, parce que nous, on est impacté directement par la capacité à produire sur des terres où manifestement on est en surpopulation, alors que si on regarde la densité, la densité de population, alors bon là je vais peut-être m'avancer parce que j'ai pas les chiffres, mais est-ce que l'Afrique globalement au niveau de la densité a une densité plus forte que l'Europe du Nord? Si on enlève la Sibérie, je ne suis pas sûr. Donc au mètre carré, je ne suis pas sûr que l'Afrique soit plus chargée que l'Europe. Enfin bon, c'est à vérifier, mais en tout cas, l'impact d'une décroissance inéluctable conjointe de la quantité de production agricole et de la capacité des laboratoires pharmaceutiques à fournir des médicaments, une diminution conjointe de ces deux possibilités aura peut-être des effets plus importants et plus rapides sur l'Europe du Nord que sur l'Afrique. Bon, c'est une question que je me pose. De toute façon, on est dans les scénarios catastrophes. On n'est pas dans les scénarios comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir. La question, me semble-t-il, c'est pas comment on va pouvoir s'en sortir, sur tous les niveaux, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir limiter la casse au maximum.